Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui un format un peu particulier puisque je vous partage l'extrait d'une interview que j'ai donnée à Thomas Bondou qui est un passionné de bourse dans le cadre de son podcast. Alors ici je vais vous détailler les enseignements que j'ai pu tirer de mes différentes expériences en bourse. Vous allez avoir des anecdotes et tout un tas de conseils clés qui je l'espère pourront vous aider à mieux investir en bourse. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, je vous dis donc à tout de suite. Ce que je te propose, c'est peut-être commencer par le commencement. Comment tu es arrivé à la bourse, peut-être revenir un peu sur ton parcours scolaire, professionnel. Alors donc moi j'ai 55 ans, je fais de la bourse depuis 1997, j'en fais sérieusement depuis 2001. En parcours scolaire, je suis absolument pas de la finance, j'ai un parcours plutôt technique en fait. Donc formation, j'ai fait une formation ingé mais sur le tard en plus. Donc à la base j'étais bac technique, électromécanique, BTS, électromécanique. Après j'ai bossé pour Société de pétrole, Trapil. Après j'ai bossé pour Schneider. Et puis après je suis rentré à EDF en 95. Et là j'ai gravi les échelons au sein de l'entreprise EDF. Puis arrivé à 33 ans, j'ai fait un break, j'ai repris des études et là j'ai passé mon diplôme d'ingé. Une formation ingénieur en fait en mécanique avec une spécialisation nucléaire. Et quand j'ai commencé mon école d'ingé à 33 ans, ça faisait que 2 ans que je faisais de la bourse sérieusement. En fait, j'ai commencé la bourse super tard. En fait, j'ai commencé à 28 ans. De 28 à 31 ans, sans aucune formation de bourse, je savais même pas ce que c'était qu'une action, quoi. Action, obligation, pour moi, c'était des trucs, c'était un peu pareil. Donc voilà, donc forcément, je me suis pris des gadins. Et puis donc, à 31 ans, je m'y suis mis sérieusement. Puis grâce à Internet, j'ai rencontré du monde. Des gens qui m'ont, quelque part, un peu mentoré, quoi. J'ai rencontré 2 mentors. Et c'est plus du hasard de vie que je sois quelque part sur la bourse, là. Parce que strictement, supposons, imaginons qu'il n'y aurait jamais eu ces rencontres avec Internet, ça se trouve, je serais encore dans l'industrie à exploiter des trucs et des machines. Quoi. Tu penses que c'est ces 2 personnes-là qui t'ont fait un peu cranter et qui t'ont fait persévérer dans ce monde? Énormément, ouais, bien sûr. Donc sans ces personnes-là, t'estimes que tu serais peut-être pas ici aujourd'hui? C'est à ce point-là. Ouais, je pense, ouais. Mais c'est surtout parce que les histoires de chance, en fait, c'est aussi des opportunités. Puis des fois, sans le savoir, tu les prends pas. Puis des fois, tu les prends sans trop savoir jusqu'où tu vas. Puis en fait, ça t'emmène dans des chemins incroyables. Puis des fois, ça change ta vie. Donc moi, clairement, ça a changé ma vie, ces trucs-là. Puisque j'ai arrêté de bosser en 2019 pour EDF, donc je suis plus dans le groupe. Là. Okay. Et puis voilà, j'ai monté Finance Academy, comme on a dit, pour avoir une existence légale, puis faire du chiffre d'affaires, puis avoir gérer des revenus, puis une activité en fait. Et puis en même temps, évidemment, en parallèle, je gère mon patrimoine essentiellement en bourse. Mais voilà, donc mon parcours, pas du tout financier, un peu de chance dans les rencontres. Par contre, comme on dit, j'ai croisé des graines, je les ai plantées, puis je m'en suis occupé pour arroser tout ça, nanana. Et puis là, maintenant, j'ai quelque chose qui a poussé. Et puis je fais surtout beaucoup d'activités qui me plaisent, quoi. M'occuper des sociétés cotées, vraiment, j'aime bien ça. Et les 2 personnes que tu as rencontrées, puisqu'on parle de chance, tu parles de chance, on va y revenir, mais en fait, de base, il y a une démarche de ta part de t'intéresser au monde de la bourse, puisque tu t'es inscrit sur les forums. C'est Investisseur Euro là, qui t'a fait rencontrer ça? Ah non, c'était plus vieux que ça, c'était années 97. Donc quand arrivait Internet, en fait, à l'époque, il n'y avait pas la fibre, hein, c'était encore en ADSL, donc il n'y avait pas beaucoup de gros débit, donc tout ce qui était vidéo, tout ça, il n'y avait pas la bande passante, ça n'existait même pas. Hein. Moi, je suis allé sur ça s'appelait des newsgroups à l'époque, donc je suis allé sur des newsgroups, donc fr.misc.finance, je m'en souviens encore. Ça fait un peu comme c'est un peu ça, un peu comme Investisseur Heureux là. C'est un peu cette version-là, c'est que c'était classé par des thématiques, tu pouvais ouvrir un thème, et puis ça a échangé sur l'action bidule, le truc, le machin. Et puis rapidement, j'irai dans les communautés de partage un peu sans barrière à l'entrée où tout le monde peut poster. Tu arrives à trouver les gens qui te ressemblent ou qui t'inspirent. Donc moi, j'avais trouvé 2 personnes qui m'inspiraient et j'en étais à un point enfin tellement ça m'intéressait quoi. J'archivais les mails, je les imprimais, j'ai fait des classeurs et je les ai toujours. Ah ouais, ok. Et de manière à lire les trucs et tout, parce que des fois ils disaient des trucs je comprenais pas trop. Par contre, je pensais que ça avait de la valeur. J'ai imprimé machin et j'ai des trucs. Et ce que j'ai appris dans ces époques-là, donc là on est en 97-98, hein, c'est super longtemps. Ça me sert toujours. Donc à ce moment-là, c'est les prémices. Là, tu as une trentaine d'années, c'est ça, à ce moment-là? C'est ça, ouais. Je suis né en 69, donc j'ai 28-29 ans. Et donc j'ai commencé la bourse, mais super tard, quelque part. Et avant de te lancer, de monter ta société, en fait, au moment où tu t'es dit, ça y est, j'arrête de bosser en salarié, c'était pour monter une boîte, en fait. Le but, c'était pas non plus de vivre de ton capital. En fait, si. À l'origine, c'est parce que il y a plusieurs conjonctions, je dirais. C'est aussi peut-être des chocs exogènes. C'est-à-dire que j'ai eu des trucs à l'extérieur, donc j'ai eu des enfants tard, je me suis séparé. Je suis arrivé sur 50 ans, j'avais 49 ans et je me suis dit, avec mon patrimoine, je fais quoi? Est-ce que je veux le faire grossir, machin? Parce que j'avais des revenus hyper confortables, en fait, hein, en tant que salarié dans la boîte. Là. Et je me suis dit, non, je vais faire autre chose, je vais arrêter. Donc j'ai arrêté. Et puis donc je suis parti sur autre chose et je voulais vraiment avoir plus de temps, en fait. Ce que j'ai compris, ça c'est un de mes mentors qui me l'a dit et je comprends tout à fait cette phrase, c'est que l'argent, c'est du temps qui est stocké. D'accord. Donc conclusion, quand tu estimes t'en as de l'argent, alors ça dépend des gens combien il en faut pour tenter des choses. Mais on voit bien que plus tu as d'argent,
l'argent, plus tu peux faire de choses en fait, et plus tu peux en une journée changer des choses. Donc plus en un an, tu peux faire des choses si t'as de l'argent. Donc l'argent, c'est vraiment du temps stocké, et moi je voulais en profiter pour me dégager du temps. Donc plutôt qu'être encore expert nucléaire là, pour EDF SA, je me suis dit je vais utiliser ça pour me donner 100% de mon temps à moi. Je ferai ce que je veux, avec d'autres contraintes, que j'ai plus mes cash flows de salaire, j'ai plus mon 13e mois, j'ai plus voilà. Donc voilà, donc moi j'étais vraiment sur ça. Par contre, je me suis rendu compte qu'il fallait une existence légale, et c'est là que je me suis dit il faut que je monte une boîte quoi. Faut que je monte une boîte, qu'est-ce que je peux faire. Donc ma société, c'est une boîte d'édition, et en fait j'ai croisé les deux. C'est une boîte d'édition sur la bourse qui restitue en fait aux clients un peu ma façon de faire, en fait, comment je rencontre les patrons, comment j'analyse les boîtes, comment tel truc j'y vais, comment je me prends des gadins, comment je gère mes gadins, les gagnants, comment j'en prends soin, etc., etc. Voilà, et ça je le mets à dispo des gens parce que je pense que ça peut intéresser du monde. En tout cas, bon, vu que j'ai des clients, je sais que ça intéresse du monde quoi. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est un temps plein ce que tu fais. Ça fait, tu sais à peu près combien d'heures hebdo à l'investissement, ta boîte, en général? En fait, je compte pas les heures, en fait, parce que j'ai cette chance-là maintenant, c'est que j'arrive à croiser un truc que j'aime bien faire avec un truc où j'ai du temps, et par rapport à la famille, j'ai quelque part cette circonstance-là qui est un atout pour refaire ce truc-là, c'est que je suis en garde alternée sur des enfants mineurs. Donc la semaine où je les ai pas, les enfants, je peux bosser beaucoup, quoi. Enfin, ce qu'on peut appeler bosser, je peux passer beaucoup de temps, genre 60 heures et plus par semaine à ce truc-là, parce que j'ai pas les gamins, quoi. Et puis j'aime bien ça, puis en même temps, ça me sert pour mon patrimoine puis pour mes clients. Et là, on parlait un peu des personnes qui t'ont mentoré, enfin les deux mentors que tu as rencontrés à tes débuts. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré ou des sources d'inspiration? Ça peut être des auteurs, hein, des entrepreneurs, n'importe quoi. Alors moi, ce que j'aime bien faire, alors bon, si on parle de bouquins, hein, tous les bouquins classiques de la bourse, machin, mais moi j'aime bien ouvrir sur autre chose, un peu sur les entreprises, les entrepreneurs, les industries, les groupes. Donc ça, j'aime bien ça. C'est peut-être lié aussi à mon passé de quelque part. J'ai bossé dans l'industrie, j'ai fait que bosser dans l'industrie. Donc j'aime bien voir des biographies d'entrepreneurs. En fait, moi je pense que même en bourse, pour raisonner en bourse, si on part sur j'ai des titres, j'ai des bouts d'entreprise, c'est bien aussi de raisonner comme un entrepreneur. C'est-à-dire que comprendre la stratégie des boîtes, comprendre qu'est-ce qui fait que le mec il part sur ça, qu'est-ce qui fait qu'il s'est loupé puis qu'il arrête, quel est le risque qu'il prend en tant que patron que toi t'estimes parce que tu as lu des histoires de boîtes où il y a eu des échecs, etc. Je te donne un exemple. Moi j'aime bien les sociétés qui sont cotées, qui font par exemple des acquisitions et qui font plutôt des petites acquisitions. Parce que l'histoire des biographies de plein de patrons nous montre que quand ils font des grosses acquisitions, la top line elle monte d'un coup. Par exemple, le chiffre d'affaires il peut faire plus 30% d'un coup, plus 40, plus 50, voire même doubler. Mais sauf que tu sais que ça c'est tellement un gros move que lorsque tu es propriétaire de ça, en fait forcément le chiffre d'affaires il va monter. Si la marge elle suit, ça change complètement la boîte. Et par contre s'il se loupe, le cours il est plombé pendant des années. Et donc moi je préfère des boîtes qui font par exemple 100 de chiffres puis qui font des petites acquisitions de 5 en plus, 7 en plus. Voilà, des petits comme ça, s'ils se loupent, ça pompe pas la boîte. Et puis la boîte, elle continue à avoir son 100 de base qui est là pour générer les cash flows. Voilà, ils achètent 5 de plus, ils arrivent à 105. Ça marche pas, ils déprécient le truc ou voilà, ou ils leur vendent moins cher, ils font une moins-value. Voilà. Donc ça, je l'ai appris en lisant des success stories ou certains échecs de patrons et que tu vois en bourse en fait. Donc en conclusion, moi en bourse, je suis très très méfiant sur les gros moves quand j'ai des boîtes cotées ou alors je size la position pour pas trop en prendre. Et du coup, plutôt proche des capitaines de gros industriels. Ouais, tous les mecs qui sont plus ou moins connus. Alors, la génération des années 80, t'as les Bernard Arnault, les Bolloré, mais même, j'irais même là, t'as Xavier Niel, t'as plein d'entrepreneurs. Tu peux prendre les ricains, là, Steve Jobs. Il y a un bouquin qui est pas mal sur lui, parce qu'en plus, ça parle de la période où Apple, c'était difficile. Parce que peut-être les gens qui nous écoutent, ils ont connu que Apple que depuis 14 ans, que ça cartonne comme c'est pas possible. En fait, Apple, ça a failli couler, voilà. Et donc, Steve Jobs, qui était le fondateur, il avait beaucoup de mal à vivre cette période-là, parce que c'était son bébé, il s'est même fait virer. Il a été rappelé après. Ces histoires de parcours, ça nous montre que, notamment en bourse, aussi les success stories, c'est jamais linéaire, quoi. T'as toujours des trucs qui peut croire qu'Apple a failli couler. Pourtant, c'est vrai. Mais sauf que c'est pas la même boîte que maintenant. C'est que la boîte, elle s'est transformée, etc. Donc, forcément, si Apple avait coulé, il y aurait pas tous les trucs qu'on a là. Ça serait différent. Il y aura peut-être eu un autre. Donc, j'aime bien voir les capitaines d'entreprise. Et moi, ce que je préconise, je l'ai déjà dit là, à ceux qui me suivent, vous prenez le Forbes là, ou Challenge, puis vous prenez les 50 plus grandes fortunes. Et forcément, c'est des mecs, c'est que des entrepreneurs. Et puis, vous regardez s'il y a des biographies sur eux, autorisées ou pas. Puis, vous achetez des bouquins. Puis, vous les lisez. Vous allez apprendre des trucs qui sont pas strictement mécanique boursière, PER, VE, sur EBITDA, machin. Vous allez apprendre sur les boîtes. Comment le mec il a géré sa boîte, comment voilà. Puis il y a pareil sur des films, hein, voilà. Il y a des films sur des patrons de boîtes. J'irais film, c'est peut-être plus divertissement. Peut-être un petit bémol là-dessus. Peut-être qu'on apprend moins sur des films.
Et aujourd'hui, avec la passion, les années d'expérience et aussi la société que tu as développée, est-ce que tu es en train de revoir un peu tes objectifs? Donc là, on parle de performance, effectivement. Mais est-ce qu'à côté de ça, tu as développé aussi des objectifs connexes qui sont plutôt axés sur la sagesse, peut-être les rencontres que tu vas faire via la bourse, ton sens de l'éthique, des choses comme ça? Alors en fait, ouais, parce que quand j'avais arrêté de bosser en 2019, je m'étais donné plusieurs objectifs. Premier, c'est passer du temps avec mes gamins. J'avais des enfants qui étaient en bas âge, j'étais pas encore ado. Et en fait, forcément, quand j'étais cadre niveau dirigeant à EDF, je passais du temps là-bas. Donc les gamins, je les voyais pas beaucoup. J'ai des jumeaux, hein, donc je les voyais pas beaucoup. Là, j'ai pu passer plein de temps avec eux. Donc c'était un des objectifs que j'avais. C'était vu que l'argent, c'est du temps qui est stocké, je vais pousser les murs et je vais me donner du temps pour emmener les gamins à l'école, l'emmener au poney. Enfin bref, tous les trucs de papa classique, mais de papa qui a du temps. Donc qui est pas forcément le papa qui est cadre, machin dans la boîte, quoi. Il finit pas à 16 h pour aller les chercher à l'école, quoi. Donc ça, c'était un premier objectif. Le deuxième, c'était essayer de monter quelque chose en business. Donc ça se débouchait sur Finance Academy pour avoir une existence légale, comme je dis, hein, parce que quelque part, c'est mal vu ça et j'aime pas être dans ce scope-là. Les rentiers de la bourse et tout, c'est pas bien vu. Donc voilà. En plus, ça n'existe pas. Au sens, il n'y a même pas d'existence. Il faut monter des boîtes. Donc voilà. Donc j'ai monté ma boîte d'édition pour avoir une existence légale avec un statut légal. Je suis patron de ma boîte d'édition Finance Academy. Mais outre l'existence légale, est-ce que tu avais une volonté d'apporter cette pédagogie-là? Que ça prenne autant de proportions, non, je pensais pas. Par contre, j'ai toujours aimé, moi, quand j'étais manager avant, dans nos métiers d'avant, j'ai toujours aimé pousser les gens, en fait. Okay. Faire grandir les gens. Les phrases que je dis souvent, c'est plutôt que vous donner à manger, je vous apprends à pêcher. Les meilleurs éléments, faut les booster. Il y a des gens qui ont énormément de potentiel et je pense que notre boulot de manager, alors, mon boulot de Finance Academy, c'est aussi essayer de tracer des chemins pour les gens, leur montrer, voilà, c'est toi qui choisis, mais en possibilité, t'as ça. C'est toi qui vois, en fonction des risques, aide-toi, regarde les risques que tu peux prendre et puis les opportunités que tu vas. Puis il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu bouges pas, ça bougera pas. Voilà. Par contre, si tu bouges, tu peux changer des choses. Alors en bien, en mal, ça peut être pire, hein. Mais voilà, mais si tu bouges pas, il y a forte chance que tu subisses tout, ça bougera pas beaucoup. Et c'est vrai que nous, on te connaît comme étant assez perfectionniste. C'est vrai que tu aimes aller dans le détail, tu aimes le sens du détail. Tu préfères suivre peu de sociétés, mais bien les connaître qu'avant d'en avoir trop. Et donc, la question se connecte, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu vas avoir tendance à considérer qu'il est préférable de bien connaître 150 sociétés à 80%, ou plutôt 10, mais à 95%? C'est une bonne question. Alors, pour la bourse, je pense qu'il y a déjà... En fait, il y a deux points. Le premier, qui est la base de tout, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Donc, si tu es plutôt perfectionniste, il faut que tu sois à l'aise avec tes perfectionnistes, puis tu vas faire de la bourse. Donc, jusqu'où tu vas dans la perfection. Et puis après, le deuxième point, c'est que la bourse, c'est le lieu des compromis parfaits. Il y a toujours des compromis partout. Donc, conclusion, si tu es perfectionniste, je sais pas moi, en cuisine, puis tu veux le faire en bourse, tu pourras pas le faire pareil parce que tu vas avoir des parties prenantes qui vont faire ta perfection et sera toujours challengée. Donc, tu pourras pas. Tandis que si tu veux faire un gâteau, puis tu vas mettre 15 jours à le faire, tu pourras. Tu te fais ton rétro-planning, personne va t'emmerder. Mais en bourse, si tu veux bien connaître la boîte, faut que tu fasses ton deuil et tu vas jamais la connaître aussi bien que le patron. Et même le patron, il se trompe. Donc, c'est les deux points, quoi. Il faut que tu sois à l'aise avec ça et il faut que tu sois conscient que c'est que des compromis de la bourse. Alors après, pour répondre à ta question, moi, je suis plutôt perfectionniste. Donc, je préfère effectivement avoir peut-être, je sais pas, par rapport au consensus actuel, je préfère aller beaucoup plus loin que ce que font les autres, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis à l'aise avec ça et je préfère effectivement en savoir plus sur 20 sociétés plutôt qu'en survoler 40. Voilà. Parce que pour moi, je vais avoir cette impression de j'en survole 40, je suis pas à l'aise avec ça, j'aime pas survoler 40 boîtes. Il y en a qui peuvent être très à l'aise en mettant 3 années de salaire dans un truc qu'ils ont regardé 20 minutes. Moi, je fais pas ça. Et du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu as bossé dans le nucléaire, donc on peut légitimement se poser la question, est-ce que toi, tu penses aujourd'hui détenir des avantages par rapport à d'autres investisseurs, hormis le temps, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même plus de temps qu'un salarié classique, donc est-ce que toi, tu considères avoir des avantages compétitifs? En fait, je pense juste par rapport au secteur du nucléaire, je pense que c'est même mieux que ça, c'est du fait que j'ai eu cette chance d'avoir été manager, d'avoir fait plusieurs process industriels, des process très réglementés comme le nucléaire. En fait, ça me permet d'aborder les boîtes avec le côté un peu psychorigide de je veux bien les connaître. J'aime bien regarder la partie, est-ce que la boîte, il y a beaucoup de réglementation ou pas, quel est le risque, etc. Et ça va vraiment au-delà des chiffres. Est-ce que j'ai un avantage? Je pense que vu que je suis plutôt issu de la technique, des process industriels, j'ai appris la finance en prenant des cours lors de mon passage à l'université de Compiègne. J'ai fait mon diplôme d'ingé à Compiègne. J'ai pris toutes les UV dans les entreprises qui étaient possibles. Donc j'ai fait analyse financière de l'entreprise, économie politique, bref, économie mondialisée. Enfin bref, j'ai appris plein de trucs hein, qui, pour le stock picking, ça sert à rien, si ce n'est que ça donne des bases. Après, j'ai appris qu'est-ce qui entraîne les équipes, qu'est-ce qui fédère les gens. Quand tu gères des gens, j'ai géré jusqu'à 200 bonhommes. Quand tu gères des personnes comme ça, tu sais que tu n'auras jamais des personnes qui seront pile poil tip-top. Tu auras les 80-20. Et donc, ce qui fait que quand j'écoute les gens, les patrons qui me racontent des histoires et des bidules, j'essaie de percevoir si c'est possible ou pas, quoi. Tu vois, je te disais, quand tu as des boîtes qui font des gros moves, qui passent de 100 de chiffre d'affaires à 200 et qu'ils intègrent plus 50% d'effectifs, comment ils vont faire, quoi. Ça, c'est la partie RH qui m'intéresse, moi. On se verra dans les chiffres si ça marche plus tard ou si ça marche pas, ça se verra.
etc. Mais moi, je vais avoir des questions ou des recherches sur ça. La politique RH, comment ils font. Voilà. Je te donne un exemple facile à comprendre. Steph, ils ont fait un gros move, ils ont racheté la partie Nagel en 2020. Donc, notamment, il y a à UK une filiale qui s'appelle Langdons. Steph est fier de ça. Ils ont 17% du capital, c'est des salariés. Ben, ils ont mis un plan d'épargne d'entreprise pour Langdons. Là, ils l'ont fait l'année dernière. Donc, l'histoire de comment tu motives tes gens, ça se traduit là, mais je le savais déjà parce qu'on avait demandé au patron. C'est on veut intéresser nos gens, etc. Et on veut les intégrer dans le groupe. La façon RH qu'on fait dans le groupe, on veut faire pareil pour nos filiales. Bon, c'est des exemples, tu vois. Et Warren Buffett, il disait ça, c'est que lui, ce qu'il cherche dans les rapports financiers, c'est tout un tas d'informations. Il essaie de trier ce qui est important et pas important, et il les relie entre elles, avec les concurrents, les boîtes du même secteur. Et je pense que c'est un peu un puzzle, en fait. Et c'est un peu ça que j'aime bien faire, moi. Ouais, mais du coup, ça, c'est pas un avantage compétitif dans le sens où c'est accessible à tout le monde. Je suis d'accord, mais sauf que je suis pas certain que les gens le fassent. Ouais, mais du coup, c'est de la curiosité, c'est du sens du détail, si tu veux. Je suis d'accord, mais je pense que, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a énormément de gens qui font de la bourse avec des chiffres. Moi, je suis capable d'avoir une première idée de la boîte sans regarder les comptes, parce que je fais des recherches ailleurs. Et il y a des gens qui rentrent pas les comptes, mais pourquoi pas? C'est une bonne façon. Mais pour moi, le côté, et vu que toi qui es de la finance, je pense qu'évidemment que tu fais comme ça. Mais le côté, je rentre par les chiffres, c'est que le langage des affaires, c'est que la conséquence de tout ce qui se passe. Et moi, c'est tout ce qui se passe qui m'intéresse. Et je pense que ça, il y a peu de gens qui le font. Ah, mais c'est sûr, hein. C'est sûr. Pourquoi? Parce que les chiffres, du coup, ça revient à faire du quantitatif, c'est facile, il suffit de regarder 2-3 chiffres, tu peux te faire un pseudo-avis sur la société. Par contre, regarder l'aspect un peu plus qualitatif, donc les parties prenantes, les rapports dans le secteur, c'est vrai que ça, c'est plus difficile d'avoir l'information, et surtout, ça demande plus de temps. C'est plus difficile, et puis ça rentre moins dans les cases, quoi. Tu vois, si tu regardes une boîte, le patron, il te dit que nos salariés sont heureux, machin, tu vas sur Glassdoor, les notations et trucs, ils ont des notes pourries. Enfin, ça pose question, quoi. Je vais pas citer le nom de l'entreprise, mais une entreprise qui fait du B2C, là, en discrétionnaire, et que sur les avis Google de leur concession, c'est tout pourri. Enfin, il y a un problème commercial, quoi. Après, le patron, il peut te raconter ce qu'il veut de la boîte, mais toi, tu vois que sur Google, ils ont par exemple 200 magasins en France. Tu vois qu'il y a des avis pourris depuis un an, il y a personne qui répond. Tu regardes les autres standards des hôtels Ibis, tu regardes tous les Ibis, là, de France et d'ailleurs. Quand il y a des mecs qui mettent des notes pourries, tout de suite, ça répond parce qu'ils ont un community manager, ça fait partie de. Donc, tu vois, et ça, quelque part, ça va se retrouver dans les chiffres. Si tu fais un SAV de merde, ou si tu fais un SAV aux petits oignons, bah, c'est autant qu'un facteur favorisant pour les chiffres, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que toi, systématiquement, quand tu investis dans une boîte, tu laisses les produits en amont? Non. Pas nécessairement, parce que bon, finalement, ça permet de se faire son propre avis aussi, plutôt que de se baser sur Glassdoor ou alors des produits, enfin des sites d'avis clients. Ouais, je suis d'accord, mais sauf que tu as un biais de représentativité, c'est que je vais avoir mon avis à moi avec mes attentes à moi. Si sur Glassdoor, c'est l'avantage de la big data, quoi. Si sur Glassdoor, tu as 60 000 avis, puis qu'il y a la moitié, c'est moyen, bah, le patron, il peut pas dire que nous, les mecs, ils viennent tous la banane, quoi. C'est juste qu'ils viennent pas le dimanche, quoi. Ok, et globalement, il y a aussi un sujet qui m'intéressait, c'est toi, quel est ton rapport à la dette? Quel est ton avis sur la dette et plus globalement l'usage du levier? Est-ce que tu considères que c'est un facteur, ça peut aider dans la création de valeur ou c'est plutôt quelque chose qui va la bloquer à terme? En perso, j'aime pas en avoir. Donc d'un point de vue fichier mathématique, Excel, forcément, tu prends un petit levier avec ta perf, ça sera en plus. Je préfère prendre des boîtes contre la dette et moi pas être en levier sur la boîte parce que ce que je veux pas, c'est les appels de marge. C'est toujours pareil, hein, c'est que les billets du survivant, tous ceux qui ont pris du levier puis qui ont performé, ça sera le billet du survivant. Mais combien ont pris du levier et ont coulé? Donc par rapport à la dette, moi j'en fais pas pour deux raisons. Enfin en tout cas en bourse, c'est clair et net, hein, j'en fais jamais. Hein. J'en ai jamais fait et j'en fais jamais. Premièrement, ce fameux rapport au temps. Quand tu as de la dette, tu as un rapport au temps qui pour moi est changé et biaisé. C'est que tu n'as plus le temps long avec toi, c'est que tous les mois, tu vas avoir le créancier qui va te demander de rembourser. Enfin tous les mois ou tous les échéances. Il va falloir que tu rembourses. Donc quelque part, ce temps qui est stocké dans l'argent, il est plus à toi. Régulièrement, il y a un mec qui va te piquer ton pognon, quoi. Le temps t'appartient plus, il faut vraiment, tu as des jalons temporels qui te font que régulièrement tous les mois ou tous les trimestres, il faut que tu craches le temps. Donc bon voilà, donc ça moi j'aime pas ça. Puis c'est surtout que ça marche dans les deux sens, quoi, le levier. Non mais on est bien d'accord. Mais du coup, des business models comme celui des promoteurs, c'est vraiment un secteur sur lequel tu ne dois pas aller, quoi. Non, c'est pas ça. C'est comme je t'ai dit. Moi, le levier, pour moi perso, j'en prends pas. Par contre, je peux prendre des boîtes qui ont du levier. Ok. Comme ça, au pire, tu mises 100, appel de marge, machin, t'en as pas. Tu mises 100, au pire, tu perds 100. Mais tandis que si toi, tu mises 100 puis tu mets 30 en levier, bah, t'as un appel de marge, le truc, ils font soit 50%, 60%, t'as un appel de marge, il faut que tu vendes au mauvais moment. Et ça, je veux pas. Ok, mais voilà, mais faire aller sur des boîtes comme Bassac, par exemple, qui sont très tributaires de l'usage du levier, c'est pas quelque chose qui te dérangerait en soi. Ah bah non, tu sais très bien que j'ai pas mal de Steph, ouais. Une boîte qui a beaucoup de dettes. Ok, donc tu dis aussi vraiment les sociétés de l'usage en perso, quoi. Ouais, c'est ça, parce que je regarde les risques sont pas les mêmes. Quand tu prends des boîtes sans levier, ton risque c'est de perdre la participation que tu as mise. Tandis que si jamais toi-même t'es en levier, ton risque c'est ta ruine. C'est différent.
Ah, mais J'appelle de marche, tu sais pas jusqu'où ça va, puis quand ça arrive, à chaque fois je donne ça aux gens qui me suivent. Là. Quand il y a eu plein de gens qui faisaient du Airbnb en levier, arrivé le confinement, 4 milliards de gens confinés pendant 3 mois, à mon avis, il y a plein d'Airbnb en levier qui ont sauté. Mais le biais du survivant fait qu'ils sont plus là. Les mecs qui ont un Airbnb avec des immeubles à 1 million, 3 millions, 10 millions, puis je mets tout ça en levier, et puis je loue mes trucs, je fais des cash flow à gogo, machin. Voilà, les gens, rentrez chez vous, confinez-vous. Ah ben voilà. Enfin voilà, puis si le créancier, tous les mois, il te demande 50 000 €, puis qu'au bout de 3 mois, tu les as plus, le mec, il dit, allez, stop, on fait péter les convenants, vous vendez vos machins, on récupère des mises. Donc j'ai vraiment peur du levier sur le risque perso, quoi. Donc j'en fais pas avec la bourse. J'en ai un petit peu avec l'immobilier, puis j'ai jamais eu trop de levier. J'ai vraiment peur des appels de marge, mais vraiment, sur ton risque perso, quoi. Vraiment, ça me fait peur. Puis ce rapport au temps qui est plus le même. J'aime pas ça. Et du coup, si tu devais nous citer une entreprise, ou plusieurs d'ailleurs, quelle est l'entreprise que tu vas considérer comme parfaite et pourquoi? En fait, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Parce que sur tous les champs que tu regardes, sur donc, la gouvernance, qui s'appelle la gouvernance, c'est comment sont prises les décisions. Après, tu as la partie business, comment le business se réalise. Puis après, tu as la partie regard de la bourse, valorisation. C'est ce que je dis depuis le début. C'est que des compromis, ça. Tu auras toujours des compromis. On sait que les managers sont pas super bons, mais par contre, c'est super pas cher. Donc, on en prend quand même. Il y en a qui font ça. Moi, j'aime pas trop. Mais donc, t'as jamais croisé une boîte qui cochait toutes les cases? Oh non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, moi, je pense que ça n'existe pas. Ok, donc je voulais évoquer un peu l'aspect chance, on en parlait au début. C'est intéressant d'avoir ton ressenti là-dessus. Est-ce que toi, déjà par rapport à ton parcours, que ce soit boursier, professionnel et là où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu as eu de la chance? Ouais, moi je pense que j'ai eu de la chance parce que si j'avais pas eu, c'est tout con, mais s'il y avait eu Internet, peut-être là à mon âge, là, ça se serait décalé. Peut-être que je me serais pas mis à la bourse à mon âge, là, ça plus de 50 ans, grâce à Internet, après avoir fait genre 25 ans dans l'industrie, quoi. Après, sur la partie chance, je pense que c'est sous-estimé. Il y a beaucoup de bouquins sur la chance. Alors moi, j'en ai lu un, notamment un qui s'appelle The Lucky Factor. C'est un bouquin en anglais, en fait. En fait, c'est une étude aux États-Unis où, en sociologie, ils ont regardé le comportement des gens dans la vie de tous les jours, des gens qui avaient réussi dans plein de domaines, puis ceux qui on avait l'impression qu'ils n'avaient pas de chance, qu'ils étaient sur des échecs. Et en fait, ils ont trouvé des traceurs sur les gens qui ont réussi, qui montrent que quelque part, la chance, c'est une compétence, en fait. Ça se travaille, ça se cultive. Ce que dit ce bouquin, c'est qu'en fait, il y a 4 composantes. Alors, il y en a 3 où je suis OK. La première, c'est qu'il faut maximiser ses possibilités, en fait. Si tu restes chez toi et tu fais toujours les mêmes trucs, il va rien se passer. Mais si tu commences à lire des bouquins, donc quelque part tu t'ouvres un peu de chez toi, ou si tu vas dehors pour rencontrer des gens, tu dis tu veux te mettre au golf. Tiens, il y a une journée porte ouverte au golf, machin, je voudrais m'y mettre, je vais y aller. Tu peux te dire l'année prochaine je m'y mettrai. Voilà, tu y vas et tu rencontres du monde qui quelque part ça se trouve à t'amener à la bourse. Tu vois, des trucs comme ça. Donc un des premiers traceurs, c'est t'ouvrir en fait pour augmenter ses possibilités de faire des choses nouvelles en fait. Donc ça c'est le premier facteur en fait. Pour avoir de la chance, quelque part il faut aller la chercher. Le deuxième, c'est qu'il faut être plutôt optimiste. Alors ça c'est marrant, mais c'est sorti dans les études qu'on retrouve en bourse. En fait, il faut aller dehors en pensant que ça va t'intéresser, que tu vas aller ta journée de golf, initiation, tu vas dire je vais voir, plutôt que de dire j'y vais mais je vais me faire chier. C'est plutôt à l'inverse, tu dis bon il pleut, mais je vais quand même y aller parce que putain que je vais en faire. Puis je vais voir, je vais peut-être rencontrer des gens sympas et voilà. Et puis le troisième truc qu'il dit, c'est apprendre de ses échecs, qui permet d'agir différemment. Et donc en fait c'est plus un état d'esprit qui t'amène à de la chance en fait. Et ça c'est tracé dans ce bouquin en fait, avec des études sociologiques sur mais des trucs tout cons hein. Ils ont fait des tests en mettant des billets dans des livres, comment les gens ils trouvent l'argent dans les livres. Et voilà. Et après il y en a un quatrième où je suis moins d'accord, c'est faire confiance à son instinct. Ce qu'ils disent. Il y a une question sur ça après, on y reviendra après. Faire confiance à son instinct. Moi je dis quelque part le pifomètre c'est pas une stratégie quoi. Donc son instinct. Et après en même temps quand je dis ça, il y a des trucs en termes de compromis en bourse, il y a des trucs que je sens pas. Je le dis comme ça, je ne le sens pas. Alors c'est plus de l'instinct, mais c'est nourri sur l'expérience passée et il y a un ressenti, voilà. Mais de là, mais tu n'arrives pas à expliquer rationnellement. Donc quand même, c'est que tu te fies à ton intuition en fait quand tu fais ça. Ils auraient mis se fier à son expérience. J'aurais dit oui, mais dans le bouquin ils ont mis l'intuition. L'intuition, ça me donne un peu le truc qui est pas fondé quoi. Donc je suis plus moins à l'aise avec ça. Sur ce donc Lucky Factor, super bouquin. Ok, bah écoute, je mettrai la ref dans les commentaires. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on a pu te donner, que ce soit tes mentors ou que tu as lu dans un livre ou n'importe quoi, qui a vraiment changé un peu ta perception des choses ou que tu veux vraiment mettre en avant aujourd'hui? C'est des phrases connues et je suis convaincu que c'est super vrai, d'autant plus que je le vis. C'est les gens, ils sous-estiment ce qu'on peut faire à long terme et à l'inverse, ils surestiment ce qu'on peut faire à court terme. Et le plus bel actif quand on est jeune, en fait, c'est faut se former, être curieux. Donc en fait, par rapport à la chance, faut faire les fameux traceurs. Sortez, allez voir des gens, soyez curieux, intéressez-vous à des trucs, tentez, expérimentez, apprenez de vos erreurs. Voilà, et faites ça tout au long de votre vie. Et ça
ça fait que tu vas avoir dans ta vie, allez, on va dire 5 décisions importantes dans ta vie qui vont beaucoup changer ta vie, mais qui sont issues de tout ce terreau, en fait, que régulièrement tu fais ça, tu vois. Toutes les semaines, tous les mois, tu tentes des trucs, t'essayes, tu vas voir des choses, t'es curieux. Quelque part, la chance va arriver, en fait. Et puis, il y a le côté investir en soi, hein, se former, en fait. Hein, se former, et peu importe ce que tu fais, il faut tout le temps se former. Hein. Enfin, au boulot, sur la relation avec ses enfants, la relation de couple, ça s'apprend, hein, sans déconner. Alors, des fois, ça s'apprend un peu dans la douleur. Il y a plein de trucs, quand on est jeune adulte, il y a plein de trucs qu'on nous a pas appris. Pour aller vite, il faut se former, on gagne du temps, comme ça. Ouais, puis on a la chance aujourd'hui, par le biais d'Internet, d'avoir du contenu quasi illimité de manière presque gratuite. Hein. Sur le long terme, on peut énormément changer des choses et ça passe par de la compétence déployée dans le temps. Les intérêts composés dans la vie. Ouais, parce qu'on est d'accord, on parle souvent d'intérêts composés par le biais de l'investissement, mais en fait, ça s'applique aussi à la vie, en général. Bien sûr. Ça s'appelle l'effet cumulé, je crois, il y a un bouquin. Ouais, si, je l'ai lu. L'effet cumulé, c'est les petites habitudes qui font 2 €. Voilà. Mais ouais, t'as ça, quoi. Mais tu vois, le truc que j'ai dit, aller voir des gens, machin, bah, c'est sûr que si tu t'intéresses, par exemple, à la bourse, tu t'es tout seul chez toi, que t'aimerais bien progresser, bah, regarde ce qui existe sur le net, regarde autour de toi. Si t'es près d'une grande ville, il y a peut-être des salons investisseurs, des machins, vas-y. Bah, vas-y, tu vas peut-être rencontrer du monde. Puis peut-être ça sera pas bien, t'iras, mais fais-le, quoi. Et si tu tombes pas, t'auras rien. Ouais, on est d'accord. Et c'est pour ça que cette notion de chance dont on parlait tout à l'heure, elle pouvait s'appliquer aussi aux rencontres que tu as faites, que c'est grâce à ces personnes-là que tu en es là aujourd'hui, ce que tu nous disais au début. Ouais. Donc il y a un certain aspect chance aussi. Tu vois, c'est vrai que la bourse, généralement, quand tu commences tout seul, peut vite avoir du mal à persévérer. Alors que quand tu es accompagné, que dans ton entourage, tu as des personnes qui ont une expérience avérée sur les marchés, ça te donne quand même cette motivation-là. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Et je sais pas pourquoi. Moi qui ai managé du monde, donc dans le facteur humain, quoi, comment les gens sont, il y a des gens qui sont hyper curieux sur plein de domaines, puis il y en a qui sont plutôt passifs. Et je pense qu'en bourse, les gens qui réussissent, c'est, je pense que le premier truc, c'est faut être curieux. Ouais. Et donc au passage, pour passer un message là, pour les gens qui veulent du conseil, là, ils ont compris qu'il faut s'investir, faut être curieux et investir en soi, peut changer énormément de choses. Le deuxième truc, c'est l'entourage. Prenez les meilleurs tout le temps. Pas de place pour le moyen. Vous allez gagner du temps. Ça veut pas dire que si par exemple, allez, je vais donner des exemples très marqués. Tu fais de la bourse et tout, tu as des amis qui sont gauchistes, tu peux les apprécier pour d'autres trucs que parler de bourse. Donc tu peux quand même les voir, t'en parler de voilà, de Bernard Arnault et compagnie. Mais tu peux les voir parce que t'aimes bien, je sais pas quoi, faire des trucs avec eux. Mais si tu veux faire de la bourse, il faut pas que tu fréquentes que des gauchistes. Ok, écoute, j'aurais aimé ou voir avec toi si tu avais peut-être des anecdotes à nous partager. Ouais, j'ai une anecdote en fait. Quand j'étais salaire d'ingé, donc je gagnais bien à ma vie, et au bout d'un moment, en fait, avec la bourse, j'ai commencé à gagner plus en bourse qu'en salaire d'ingé. Ça m'a fait peur en fait. Ah ouais. Ouais, ça m'a fait peur, ça m'a posé des questions. Je me suis dit, ouais, non, en fait, je suis quand même pas issu de la finance. Il y avait peut-être un peu le biais de le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Ouais. En fait, je gagnais plus d'argent en bourse qu'avec mon salaire d'ingé, tu vois, ramené à l'année. Et je me disais, putain, c'est pas possible, ça va se casser la gueule, machin, nanana. Ça me faisait peur, et puis les sommes commençaient à monter, et j'avais peur. Et c'est là que j'avais toujours mes mentors qui me disent, mais Philippe, c'est parce que tu raisonnes pas bien. C'est normal que quand on commence à faire une pelote de laine, les intérêts composés font que 10% de la fin de la piste, t'as un plus gros montant que même 15% du début de la piste. Il faut que tu raisonnes en pourcentage. Donc c'est à ce moment-là que je me suis mis, c'est là que j'ai commencé à tout gérer les positions en pourcentage. Et donc maintenant, je raisonne tout en pourcentage de mon actif net. Parce que ma ruine, mon risque unique ultime, c'est ruiner mon patrimoine. Et c'est ça que je mets toutes les décisions que je prends dans ma vie financière sont liées sur la parade. Il faut que je mette des parades pour quelle est la probabilité de ruiner mon patrimoine. Je veux que ça soit proche de 0. Donc pas de levier, donc les boîtes pourries, on fait attention. Donc voilà, donc l'anecdote, c'est au bout d'un moment, j'ai été apeuré par les montants et la parade, c'est raisonné en pourcentage. Et ça marche bien. Donc maintenant, j'ai des pourcentages. Est-ce que tu aurais un message là, qui te tient à cœur à faire passer peut-être à des investisseurs plutôt passionnés, hein, parce que je pense que c'est la cible des gens qui l'ont écouté. En fait, les marchés, ils sont durs et c'est l'endroit le plus compétitif au monde. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit, il faut faire des choses avec lesquelles on est à l'aise. Que ce soit en termes de valeur, ou je peux donner des exemples. Si vous êtes très croyant sur ceci, cela, prenez pas des boîtes qui détruisent ses croyances, par exemple, pour être à l'aise avec ça. Puis j'ai aucun jugement là-dessus, hein. Chacun fait ce qu'il veut, peut prendre du pétrole parce qu'il se fout de l'ESG, et puis l'inverse, des gens qui sont très ESG vont pas prendre du pétrole. C'est très compétitif, il faut être à l'aise, et donc ça veut dire qu'il faut essayer de trouver un endroit où on est à l'aise, on pense avoir un avantage, quoi, un avantage compétitif, quelque chose, quoi, qui fait qu'on pense avoir quelque chose en plus. Et quelqu'un, par exemple, qui serait frustré en ce moment, et pour en avoir parlé avec quelques investisseurs, c'est vrai que c'est quand même une réflexion qu'on a tous en ce moment. Quelqu'un qui serait frustré quand il voit la performance du S&P 500 là, sur 10 ans, et alors que lui il fait du stock picking principalement en Europe, et donc il n'y a pas accès du tout aux mêmes sociétés et au même historique de performance, qu'est-ce que tu aurais tendance à lui dire? Il y a deux choses en fait. C'est le fondamental, c'est qu'il faut être à l'aise avec ce qu'on fait. Si par exemple face à ça il est plus à l'aise, il faut qu'il agisse. Donc à ce moment-là, il faut qu'il agisse, ça veut dire que il peut pas dire dorénavant c'est comme d'habitude puisque ça lui convient pas. Donc soit ça lui convient pas et il fait rien et il va vivre toute sa vie avec cette frustration, soit il agit. Donc s'il agit, c'est il considère qu'il est frustré, mais en fait il vit bien parce qu'il préfère ne pas s'exposer aux US ou le faire en délégué, voilà. Ou alors il agit vraiment et il va faire stock picking aux US, quoi. Mais tu peux pas être un pied dehors, un pied dedans, hein.
J'ai plein de gens j'en ai rencontré plein. Moi, avant, je faisais de la musique. Ah, j'aurais voulu faire de la guitare. Ah, j'aurais voulu faire de la bourse. Ah, j'aurais voulu apprendre le piano. Bah ouais, mais ça s'appelle les regrets. Qu'est-ce qui t'empêche? Donc, ah, j'aurais voulu être investi aux US. Bah ok. Bah, qu'est-ce qui t'empêche? Ouais, mais du coup, en réfléchissant comme ça, on prend le risque aussi d'être constamment à contre-courant. Bah, je suis d'accord, mais donc c'est pour ça tu peux dire, aller aux US, j'y vais pas parce que j'ai peur d'être à contre-courant. Donc je suis très à l'aise avec le fait que on me dit que le SP500 fait 25% et toi t'es à 12%, t'es une quiche. Ok, bon, je suis très à l'aise avec ça parce qu'au moins je pense que ce que je fais ailleurs c'est pas à contre-courant, voilà. Ou alors ils ont raison et il faudrait que j'y aille et j'y vais. En fait, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu as des parties prenantes ou des tensions sur ta façon de gérer ton allocation d'actifs, si t'es pas à l'aise avec les contrariétés qu'on te dit, bah faut que t'agisses. Ou si t'es à l'aise parce qu'on te dit ouais aux US machin. Donc tout ça, c'est règle numéro 1, être à l'aise avec ce qu'on fait et c'est que des compromis. Merci en tout cas Merci à toi. Et puis pour ceux qui ne seraient pas abonnés à l'offre expert de Philippe, je la recommande bien évidemment. Je suis moi-même client et complètement satisfait. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent l'intégralité de mon interview chez Thomas, vous avez dans la barre de description le lien vers son podcast. Et puis je vous rappelle mon partenariat Zone Bourse avec une réduction exclusive de moins 25%. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.